écoutez Radio École. Vous écoutez Radio École, la voix de l'éducation. Vous écoutez Radio École. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue dans votre émission Droit et Société sur Télé-École. Aujourd'hui, nous quittons un instant le langage des lois pour plonger dans celui des mots. Des mots qui bousculent, qui soignent parfois. Mon invité de ce soir en a fait son art, son combat et sa signature. Il est artiste slameur, écrivain, penseur engagé, co-auteur du livre Plat d'entrée et auteur du livre Mosaïque des pensées intimes qui fera grandement objet de discussion de cette émission. Son verbe est à la fois tranchant et doux, profond et sincère à son image. Il s'appelle Babacar Sarr et aujourd'hui nous allons explorer cette frontière subtile entre la plume et la parole, l'artiste et le citoyen, mais aussi l'émotion et la réflexion. Babacar Sarr, bonsoir et bienvenue à Télé-École. Bonsoir Céline Omar. Donc c'est toujours un plaisir doublé de joie immense, triplé de bonheur, quadruplé de fierté, quintuplé de sensations positives qu'aujourd'hui nous sommes encore là pour insuffler du bonheur, souffler pour le renouveau et surtout parler avec les téléspectateurs de Télé-École. En tout cas, je suis très content pour cette invitation et j'espère que notre discussion sera fructueuse. Discussion fructueuse. Je vous remercie pour la réponse à cette invitation. Monsieur Sarr, je le rappelle, vous êtes artiste, écrivain, vous êtes slameur, vous êtes penseur engagé, plusieurs casquettes. D'où vous est venue cette passion de l'écriture et de la lecture? Alors, merci beaucoup pour la question et je pense que j'ai une longue histoire avec l'écriture parce que, comme vous le savez, tout a commencé au CLAP et je pense qu'aujourd'hui, je suis très content de retrouver un ancien clapien et comme on le dit, quand on est clapien dans le sang et dans l'esprit, on est clapien pour toujours. Alors, donc, l'écriture, donc, je l'ai commencé au CLAP, donc au Club de littérature, d'art et de philosophie, du lycée Seydina Issa Rouhou Laye. Donc, c'est là-bas que j'ai commencé à prendre goût pour l'écriture et aussi, c'est là-bas qu'on avait l'habitude d'organiser des ateliers de poésie, mais également d'écriture, d'art oratoire. Donc, c'est ainsi de suite qu'on a commencé à essayer de poser nos pensées sur du papier et aujourd'hui, si on parvient avec l'aide de Dieu à publier des livres, donc c'est un peu en quelque sorte ce club-là qui nous a beaucoup forgé à devenir ce qu'on est aujourd'hui. Ce club qui a forgé des milliers et des milliers de jeunes, dont moi-même, vous aussi, un club que nous rendons hommage, le club de littérature, d'art et de philosophie, et nous faisons un coucou à tous les clapiens du Sénégal et partout d'ailleurs. Alors, monsieur Sarr, vous avez déjà écrit un livre avec quelqu'un d'autre, un livre que vous avez intitulé Plat d'entrée. Est-ce que vous pouvez revenir sur ce livre et les thématiques que vous avez abordées dans ce livre, le style du livre en tant que tel? Voilà, merci beaucoup. Alors, Plat d'entrée, donc je l'ai écrit avec Souley Sarr. Donc Souley Sarr qui est un ami, mais aussi un frère clapien. Donc on partageait aussi le club de Sevenay, donc qui est une structure d'islam connue partout au niveau de la banlieue, mais aussi au niveau de la commune de Dakar. Alors donc c'est là-bas que nous est venue l'idée un peu de faire un recueil de poésie islam. Et à la base, donc plat d'entrée, donc c'était juste comme on dit plat d'entrée que donc je vais tutoyer un peu mes cousins et cousines tchamen qui aiment trop manger. Donc quand ils entendent plat d'entrée, ils pensent que voilà. Donc c'était un peu de la nourriture. Mais bon, on peut dire que c'est de la nourriture, mais c'est de la nourriture de l'esprit. Voilà, parce que c'est un recueil de poésie qui est composé de plusieurs thématiques, de plusieurs chapitres. Donc on voulait un peu faire du slam, mais également au-delà du slam aussi, on voulait écrire un recueil d'islam. Donc vu qu'on avait fait des spectacles, on avait fait des prestations dans pas mal de scènes, donc on s'est dit que voilà, il faut qu'on essaye de mettre quelque chose dans un recueil d'islam et qui va permettre à l'avenir aux jeunes qui s'intéressent au slam de découvrir ce plat d'entrée-là. Et je pense que quiconque lira ce livre-là pourra beaucoup apprendre parce qu'on a développé pas mal de thèmes dans ce plat d'entrée, donc des thèmes sociétals, donc des thèmes de l'amour, parce que quand on parle de poésie également, on parle de sensations, on parle du cœur, et je pense que tous ces thèmes-là, on a essayé de développer dans ce recueil-là, plat d'entrée. Et j'en profite également pour rendre hommage à notre professeur français, M. Hilaire Sène,
mais également à Monsieur Sanoussi Ba, qui est un professeur de philosophie émérite, qui nous ont vraiment beaucoup aidés à finaliser ce recueil-là. Donc, en ce qui concerne la correction, mais également en ce qui concerne la présentation, mais également, ils ont préfacé ce livre-là, Plat d'entrée. Effectivement, et comme annoncé, c'était un plat d'entrée, puisque quelques années après, vous êtes venu avec un autre livre, Mosaïque des pensées intimes, qui est déjà disponible. J'ai eu pas mal de retours par rapport à ce livre, c'est pourquoi vous êtes invité ici. Et donc, comment s'est fait cette transition entre plat d'entrée et Mosaïque des pensées intimes? Merci beaucoup, Seydina, pour la question qui est très pertinente. Alors, donc, à la base, nous, on était des slameurs. Donc, quand on parle d'islam, on parle de poésie parce que l'islam, pour moi, c'est un peu le prolongement de la poésie parce que quand on parle d'islam, on parle d'écriture qui est alliée à l'oralité. Alors, aujourd'hui, la transition s'est faite de manière simple parce que quand on voulait vraiment essayer d'explorer d'autres univers littéraires, donc raison pour laquelle on a essayé de faire de Mosaïque de pensées intimes un recueil. Parce que quand on parle de roman, peut-être on va essayer de suivre un prologue, alors que dans ce recueil d'essais-là, on avait la possibilité d'écrire sur plusieurs thèmes, et des thèmes de réflexion donc qui peut intéresser beaucoup aux lecteurs, mais également à tous ceux qui sont amoureux de la lecture. Donc l'idée nous est venue et on a dit donc il faut qu'on essaie de créer un recueil. Et ce recueil-là, on l'a intitulé Mosaïque de pensées intimes. Parce que quand on parle de mosaïque, déjà, il y a l'idée d'assemblage de plusieurs couleurs et de plusieurs thèmes. Donc c'est un peu ce qui fait la force de cette œuvre-là, qui est composée de 9 chapitres. Et aujourd'hui, je pense qu'on aura l'occasion d'entrer un peu au fond. En profondeur, effectivement, dans ce livre, dont je vais lire peut-être quelques 2-3 phrases de la préface, du préface fait par M. Ilersen, dont vous parlez tout à l'heure, qui est professeur de français actuellement au lycée Seydina Issa Rouhou, ex-LPA, et qui aide pas beaucoup les élèves, les étudiants en particulier. Alors, dans ce livre, dans la partie préface, il commence par dire, il y a des livres qu'on lit et puis il y a ceux qu'on habite. Mosaïque des pensées intimes est de cela. Il n'est pas fait pour être survolé, il demande qu'on s'y installe, comme dans une maison d'enfance, pleine d'échos, de parfums, de vieilles douleurs et de rêves suspendus. Et ça annonce la couleur. C'est dire ô combien il y a de la profondeur dans ce livre. Raison pour laquelle nous allons entrer en profondeur dans ce livre, Mosaïque des pensées intimes, qui est constitué de 9 chapitres, vous l'avez dit tout à l'heure. Et le premier chapitre parle de l'école de la vie. L'école de la vie. Quel enseignement y a-t-il derrière cette école de la vie? Alors, donc, comme on dit, quand on parle d'école, on parle d'enseignement, comme vous l'avez si bien évoqué, parce que on est là, quand on vit chaque jour, on apprend. Alors, le chapitre, l'école de la vie, donc, c'est un chapitre qui nous invite à plus de réflexion, mais également à plus de comportement par rapport à la vie sociétale, mais également comment est-ce qu'on doit vivre en société. Et dans ce chapitre-là, l'école de la vie, on a essayé de poser quelques questions qui sont à la fois métaphysiques, mais également qui sont d'ordre sociétal. Alors, par exemple, quand on prend le temps, et je l'ai dit quand j'étais un peu dans l'islam, quand le temps était encore temps et que l'homme ne perdait pas son temps à vouloir gagner du temps sur le temps. Certes, c'était il y a longtemps, mais le temps passe toujours vite. Qu'aujourd'hui, quand on parle de notion du temps, on peut dire que c'est une bataille qui est déjà perdue à l'avance. Parce qu'on a beau essayer de maîtriser le temps, mais le temps finira toujours par nous maîtriser. Et ça, c'est quelque chose qui est très compliqué. Parfois, tu vas voir des jeunes qui vont dire que bon, aujourd'hui, puisqu'on n'a rien à faire, on va essayer un peu de tuer le temps. Alors que c'est le temps qui est en train de te tuer à petit feu. Peut-être tu ne te rends pas compte, mais le fait que tu tues le temps, tu es en train de perdre du temps. Tu pouvais utiliser par exemple ce temps-là pour faire autre chose. Donc c'est ainsi qu'on a essayé de poser ces chapitres-là. Donc on a parlé du temps, mais également on a parlé de l'amour. On a parlé également des leçons de la vie qu'on reçoit. Parce qu'aujourd'hui, on n'est pas... Il y a des personnes qui pensent que l'éducation, c'est tout simplement à l'école.
bien ça, au niveau des écoles coraniques, alors que l'éducation, c'est la rue également. Parce que quand on sort, on apprend. Quand on sort, on voit de nouvelles choses. Quand on sort, il y a des aventures. Et tout ça, ce sont des choses qui peuvent forcer l'esprit à être plus aiguisé, à être plus tranchant, mais également à gagner beaucoup d'expérience par rapport à la vie, mais également par rapport à nos habitudes de faire et de voir les choses. Et vous utilisez des métaphores pour parler de l'école de la vie. Par exemple, vous nous dites que il y a Amour que vous appelez ici Monsieur Amour, en tout cas, que vous prenez comme un personnage, et vous nous dites que Monsieur Amour t'apprendra que l'amour est beau, qu'il est magique, qu'il est magnifique. Il te dira qu'écrire avec un grand A, l'amour peut défier le monde et transformer en une beauté esquissée, une œuvre d'art vivante. Mais attention, Monsieur Amour te met en garde car la haine est proche. Quelle est la leçon derrière? Alors, entre l'amour et la haine, c'est comme le recto et le verso d'une feuille. C'est tellement proche. Aujourd'hui, tu vas voir, par exemple, vous qui faites le droit, quand on est au tribunal, parfois, on voit des couples qui se vouaient un amour énorme, un amour qui était magnifique, un amour qui était magique. Qu'il disait éternel. Qu'il disait éternel. Il disait, je ne peux pas vivre même sans toi. Mais si cet amour, par exemple, se finit devant un juge et qu'il y a un procès, c'est parce qu'il y a la haine qui vient de naître et qu'actuellement, personne ne veut voir, par exemple, l'autre. Et voilà, ils vont se terminer au tribunal et il y a des histoires. Raison pour laquelle j'ai essayé de mettre Amour comme un professeur qui peut nous enseigner beaucoup de choses. Et je pense que les lecteurs qui vont lire ces parties-là, ils peuvent vraiment découvrir et nous raconter peut-être les histoires. Parce qu'à chaque fois, quand je termine de parler, par exemple, de Monsieur Amour, de Monsieur Temps ou bien de Madame Persévérance, à chaque fois, je donne la possibilité au lecteur de se poser quelques questions et aussi d'essayer de faire une comparaison avec ses expériences de la vie. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas vivre sans amour. Tu verras peut-être les plus dires qui vont te dire que non, moi, l'amour ne m'intéresse pas, ça n'existe pas, l'amour intéresse tout le monde. Ah, je pense pour moi, je sais pas. Je crois que nous sommes écrits avec. Oui, nous sommes écrits avec. Donc, je pense que c'est quelque chose qui intéresse tout le monde. Mais il faut le comprendre. Il faut le comprendre. Oui, il faut le comprendre pour le vivre. Mais également, il faut essayer de le vivre avec philosophie. Donc, de ne pas s'y mettre à fond, mais également de ne pas être trop réservé par rapport à ça. Donc, il faut le comprendre, il faut le vivre le jour au jour, parce que c'est comme ça qu'on va gagner beaucoup plus d'expérience. C'est comme ça qu'on va gagner beaucoup plus d'expérience, et il me semble que cette expérience manque à l'Afrique, parce que votre deuxième chapitre parle de l'Afrique et de sous-développement. Depuis des années, des milliers d'années, on en parle. L'Afrique, un mendiant assis sur une mine d'or. L'Afrique, c'est le futur. Afrique et sous-développement. D'ailleurs, ça m'a fait un peu rigoler, le chapitre là, l'Afrique et sous-développement. Parce que à chaque fois, quand on parle de l'Afrique, l'Afrique est rattachée au sous-développement. Et nous, on a tendance à l'accepter passivement. Pourquoi on rattache l'Afrique au sous-développement? Alors que, comme vous l'avez dit au début de votre propos, l'Afrique est un mendiant qui est assis sur une mine d'or. Quelqu'un qui est assis sur une mine d'or, on peut dire qu'il a assez de ressources, il a assez de richesses, mais il ne le sait pas encore. Aujourd'hui, on est en Afrique, on a des ressources. Aujourd'hui, on est en Afrique, on a le soleil. Aujourd'hui, on est en Afrique, on a des espaces pour cultiver. Aujourd'hui, on est en Afrique, on a la force vive qui est la jeunesse. Parce qu'on fait partie des continents les plus jeunes quand on prend les tranches d'âge. Donc aujourd'hui, on avait tout pour être un continent développé. Malheureusement, on n'arrive pas à encore sortir de ce sous-développement-là. Maintenant, l'Afrique est sous-développement. On a essayé de poser trois problématiques. Et on a commencé d'abord par la malgouvernance. Parce que on a les ressources, on a les richesses, mais on a des dirigeants qui n'arrivent pas à faire décoller vraiment l'Afrique, leur pays, ou bien leurs États de ce sous-développement-là.
Alors que je pense qu'avec de très bons politiques, ils pouvaient vraiment faire sortir de l'Afrique de ce sous-développement-là. Donc, on a posé le problème de la malgouvernance, mais également après, on a parlé de corruption. Parce que aujourd'hui, tant qu'on est dans un pays qui est corrompu, ça va être très, très difficile de développer ce pays-là. On ne peut pas trouver un pays dans le monde où il n'y a pas de corruption. Mais la corruption doit se combattre sous toutes ses formes. Donc, c'est la meilleure façon d'éviter le sous-développement. Et je pense qu'il y a beaucoup de pays qui l'ont compris, même si on te tape avec de la corruption, tu peux encourir des peines ou bien des sanctions. Et ça aussi, je pense que ce sont des choses qu'on doit cultiver ici au niveau de nos différents pays. Mais on a terminé également par le système éducatif. Parce que moi, j'ai remarqué que le système éducatif ne répond pas aux besoins actuels de notre société. Par exemple, prenons le cas du Sénégal. Ici, tu vas voir un élève qui va faire 13 ans d'études pour avoir le bac. Après le bac, il peut faire 3 ans pour obtenir la licence. Après la licence, il peut faire 2 ans pour avoir le master. Mais une fois arrivé au master, pour trouver un emploi, c'est un problème. Parce que quand il va à une entreprise pour dire que je veux travailler, arrivé au niveau de l'entreprise, l'entreprise ne lui demandera pas quels sont tes diplômes, mais il va lui demander qu'est-ce que tu sais faire. Mais l'élève là, ou bien l'étudiant là, il n'est pas encore opérationnel parce qu'il ne sait pas encore faire quelque chose, même s'il a des connaissances. Aujourd'hui, cet étudiant-là, il est dans l'obligation ou bien il est condamné d'aller faire peut-être une autre formation. Et encore, ça, c'est un temps qu'il va encore perdre. Ou bien, il va faire un concours, par exemple. Et aujourd'hui, vous connaissez les concours. Par exemple, sur 50 000 candidats, on demande 50 ou bien 75. Donc ça, c'est compliqué. Alors que moi, je pense qu'on doit essayer de revoir ce système éducatif-là. Essayer de voir quelles sont les personnes qui veulent s'arrêter au bac et après le bac trouver un emploi. Pourquoi pas essayer de trouver des lycées techniques, créer des lycées techniques qui vont permettre à ces jeunes élèves-là d'avoir des compétences. Une fois qu'ils obtiennent leur bac, qu'ils peuvent s'insérer directement au niveau du marché de l'emploi. D'être directement opérationnel. Ouais, d'être opérationnel. Et je pense que ça, c'est important. Ainsi de suite pour ceux qui font la licence, le master et le doctorat, voilà, plus ou moins. Donc, je pense que ce système éducatif-là aussi, c'est à revoir et à corriger. Et je crois que ça commence, les lignes commencent à bouger. Par exemple, il y a des professeurs qui en parlent. Il faudrait que le système change. Et cela commence aussi par changer ce qu'on apprend aux élèves. Par exemple, leur apprendre leur vraie culture, leur apprendre ce qui se passe réellement dans leur pays. C'est pourquoi moi, je salue la décision du ministère de l'Éducation nationale d'insérer dans le programme éducatif national, par exemple, ce recueil de Cheikh Ahmadou Bamba, dans le spectre éducatif sénégalais. C'est très important de se connaître. Ça sert à rien d'aller apprendre de Socrate, de Platon, ce qu'on a ici déjà. Ouais, par exemple, et ça passe vite, la compréhension passe vite quand ça passe par les écrits de Serigne Touba, quand ça passe par les écrits de Seydi Hadji Malick, de Seydi Hadji Ibrahima Niass. Donc, je crois que c'est important. C'est très important. Et hier même, je parlais avec des élèves, donc on parlait de la Révolution française. Et je leur ai dit que qu'est-ce que vous pensez de la Révolution française? Mais quand je leur parlais de la Révolution française, ça ne leur parlait pas. Mais une fois que j'essaie de parler de Lat Dior, Ngoné Latyr Diop, une fois que j'essaie de parler d'Albouri Ndiaye, une fois que j'essaie de parler de Cheikh Anta Diop, ils commencent à se retrouver. Et je pense que ça ne sert à rien d'apprendre aux élèves les histoires de Mao Zedong, de Chiang Kai-shek, de Zhou Enlai, alors qu'on ne maîtrise pas notre passé. Aujourd'hui, quand on parle de philosophie, par exemple, et on lit les écrits de Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum, mais ces écrits sont remplis de sagesse, de connaissances. Et c'est un grand philosophe spirituel. Et je pense qu'on doit essayer d'orienter le système éducatif vers ça. Maintenant, il ne faut pas se leurrer parce que ça va prendre du temps. Mais on doit prendre notre temps. Et se fixer des objectifs à court terme, se fixer des objectifs à moyen terme, mais également se fixer des objectifs à long terme. Donc, on se dit que d'ici 10 ans, 20 ans, qu'est-ce qu'on pourra changer? Parce qu'on ne peut pas venir et chambouler tout. Donc, ça va être compliqué. Donc, il faut
au niveau de la formation, essayer de former les professeurs pas à pas, parce qu'il y a des professeurs aussi qui sont vraiment ancrés dans l'ancien système. Et aussi, donc ça peut être... Parce qu'ils ont été formés dans voilà, ça, ils ont enseigné pendant des années dans ça. Voilà. Donc, ça va. Donc, il faut un processus. Et je pense que avec de la volonté, on peut y arriver. Comme j'ai l'habitude de le dire, vouloir c'est pouvoir, pouvoir allier le vouloir et le pouvoir, mouvoir pour voir au-delà du reflet même que montre le miroir. Et je pense qu'au-delà du reflet que montre le miroir là, si on a l'ambition, l'abnégation, la détermination, on pourra changer le système éducatif sénégalais, mais également le système éducatif africain de manière beaucoup plus large et beaucoup plus importante. Vous parlez tout à l'heure de processus que cela demande. Et ce processus passe aussi par la jeunesse. Cette jeunesse qui va venir dans 10 ans, dans 15, dans 20 ans, qui seront des adultes, qui porteront sur leurs épaules la destinée de ce pays-là. Cette jeunesse-là doit oser. Et votre troisième chapitre interroge sur la jeunesse et demande à la jeunesse d'oser. Parce que déjà, il y a une problématique qui est là quand on parle de jeunesse. Aujourd'hui, la jeunesse doit être pour nous une aubaine. Parce que ce qu'il faut remarquer, dans les pays qu'on appelle les pays développés, ils ont des problèmes démographiques. Quels sont leurs problèmes démographiques? Parce qu'ils sont confrontés à un vieillissement de la population. Et ces pays-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont recourir à ce qu'on appelle une immigration sélective. Donc, ils vont venir ici en Afrique, dans les autres pays, prendre nos étudiants, donc les brain drain, avec les personnes qui sont bien formées ou bien dont ils pensent que ces personnes-là, quand ils vont venir dans leur pays-là, ces personnes-là peuvent apporter quelque chose. Et ce sont ces personnes-là que ces pays-là essayent de prendre. Alors que nous, on a ça. Alors, quand on parle de jeunesse ose, ce n'est pas parce que la jeunesse n'ose pas, mais la jeunesse ose. Parce qu'aujourd'hui, quand tu te réveilles à 5 heures du matin, à 6 heures du matin, tu vas avoir beaucoup de jeunes qui sont à la recherche. Aujourd'hui, par exemple, vous allumez votre téléphone, vous entrez sur les réseaux. Il y a beaucoup de jeunes qui sont dans les ventes en ligne. Ces jeunes-là, ce sont des jeunes qui ont de l'ambition. Ce sont des jeunes qui veulent travailler. Mais peut-être ce sont des jeunes qui n'arrivent pas à trouver de l'emploi sur le marché du travail. Mais n'empêche, à chaque fois, ils essayent. À chaque fois, ils essayent de trouver des compromis, ils essayent de trouver des solutions. Et je pense que ces jeunes-là doivent être accompagnés, doivent être encadrés, mais également doivent être financés par les structures de financement qui sont ici et surtout de les faciliter. Parce que je pense que quelqu'un qui a la volonté, donc c'est très facile de l'aider par rapport à quelqu'un qui n'a pas encore la volonté. Donc il faut qu'on essaye de parler à ces jeunes-là, mais également le chapitre Jeunesse Ose. Donc c'est un chapitre aussi qui invite les jeunes à ne pas prendre les pirogues, l'immigration clandestine, parce que c'est très dangereux. De croire en eux et de croire au potentiel de leur pays. De leur pays. Parce qu'on peut vivre ici et réussir ici. Comme on dit en Wolof, dund fi, toog fi, tekki fi. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est très possible et que ces jeunes-là, il faut les inviter à rester ici, mais aussi il faut les motiver à ne pas perdre espoir. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes Sénégalais qui sont ici et qui essaient vraiment de vivre ici et qui essaient vraiment de joindre les deux bouts ici. Donc ces jeunes-là, il faut les accompagner. Donc le chapitre Jeunesse Ose, c'est un peu ça. Donc c'est un chapitre qui invite les jeunes à oser davantage, même s'ils osent déjà, mais à encore persévérer, à redoubler les efforts. Et dans ce chapitre, moi, j'aimerais dire aux jeunes aussi que oser, ce n'est pas toujours attendre l'État, ce n'est pas toujours attendre le gouvernement. Oser, c'est commencer par nos idées. C'est commencer par ce que nous croyons. Et ça, c'est très important. On a beau avoir nos diplômes, l'État ne nous garantit pas de travail. De travail. Donc ça, c'est très important. Ça, et je voudrais que cela sorte de votre bouche, monsieur Babacar Sarr. Parce que vous êtes un ambassadeur pour la jeunesse. Effectivement. Parce que l'audace, comme vous l'avez dit, ce n'est pas seulement cette folie de témérité qui disperse notre énergie, mais c'est cette flamme novatrice qui fait que quand on dit on le veut, on le peut. Et je pense que vous avez bien résumé la situation. Et vraiment, j'appelle les jeunes à rester ici, à travailler davantage, à ne pas attendre l'État. Donc, il ne faut jamais attendre l'État. Si l'État se trouve sur le chemin, voilà, vous travaillez ensemble. Mais si l'État ne se trouve pas
tu travailles encore en attendant. Et je pense qu'il y avait le président américain John Kennedy qui disait que il ne faut pas demander à ce que ton pays peut faire pour toi, mais demande à ce que tu peux faire, qu'est-ce que tu peux faire pour ton pays. Et je pense que chaque jeune doit épouser cette mentalité-là. Chaque jeune doit épouser cette pensée-là pour que, voilà, de ne pas attendre. Donc, il ne faut pas être attentiste, il faut toujours y aller. Et aller à fond. Voilà. Et vous commencez votre 4e chapitre à la justice. Vous le consacrez à la justice. Justice, dans nos pays, nous, les pays du tiers-monde, un peu partout, peut-être c'est de façon générale, on a l'impression qu'il y a deux justices. Une justice à double vitesse, une justice des bourgeois et une justice des pauvres, une justice des nantis, une justice de ceux qui sont pour le bas peuple. Alors, qu'est-ce que vous a inspiré à parler de cette justice à double vitesse? Est-ce que vous avez été déjà impacté par cela? Avez-vous déjà vu quelqu'un qui a été impacté par cela? Est-ce tout simplement une façon de dire qu'il faudrait faire attention à la justice? Parce que quoi que l'on puisse dire, la justice est là aussi pour réguler la société. Et sans justice, il ne peut y avoir d'équité. D'équité. Et effectivement, donc sans justice, il ne peut y avoir d'équité. Et ça, c'est très important. Et comme vous l'avez dit au début de vos propos, donc ici, on a tendance à constater qu'il y a une justice à double vitesse. Par exemple, aujourd'hui, quand tu regardes à la télé, quand tu regardes par exemple des anciens détenus, à chaque fois quand ils sortent de leur geôle, ils vont dire que voilà, ils se sentent lésés par leur propre justice. Et je pense que ça, ce sont des questions qui doivent nous interpeller à faire des réflexions sur la justice. Comment est-ce qu'on doit faire pour réformer la justice? Aujourd'hui, par exemple, tu vas voir quelqu'un qui va voler un téléphone portable. Ils peuvent être en prison pendant des années. Alors que tu vois quelqu'un qui a détourné des milliards, mais ils peuvent cautionner et rentrer tranquillement chez lui. Et aujourd'hui, donc, ce sont des questions qui doivent nous interpeller. Est-ce que la justice est équitable? Est-ce qu'il n'y a pas une justice de poids, de mesure? Et je pense que ça, ce sont des choses qui doivent nous interpeller. Parce qu'aujourd'hui, un pays ne peut pas se développer sans la justice. Et aussi, un pays ne peut pas avoir de paix sans la justice. Donc, sans la justice, il ne peut pas avoir de paix. Et aujourd'hui, quand vous vous rappelez des événements de mars qui se sont passés au Sénégal, c'est parce que la population avait senti qu'il y a de l'injustice, raison pour laquelle la population s'est soulevée. Maintenant, est-ce qu'il y a de l'injustice ou pas? Donc ça, c'est à la population de juger. Comme on dit, vous qui faites le droit, la justice, elle est rendue au nom du peuple. Maintenant, si le peuple n'est pas content des décisions de la justice, le peuple va se révolter. Mais également, l'autre problème de justice que j'ai développé dans ce chapitre-là, c'est qu'on a tendance à remarquer au niveau de nos pays africains, surtout les pays les moins développés, à chaque veille d'élection, donc s'il y a des opposants qui sont sérieux et qui peuvent vraiment poser des problèmes au pouvoir, ils vont essayer de trouver des dossiers par rapport à ces candidats-là pour les empêcher de participer à ces élections. Donc, cela veut dire quoi? Que la justice est contrôlée par l'exécutif. Et je pense que la justice doit être un pouvoir indépendant. Parce que comme on dit dans un pays, on doit avoir un pouvoir judiciaire, un pouvoir exécutif et le pouvoir de l'Assemblée nationale, comment on l'appelle encore? Législatif. Donc, chacun de ces pouvoirs-là doit être indépendant. Voilà. Donc, l'État ne doit pas s'immiscer au niveau de la justice pour leur dicter des décisions. Et je pense que c'est comme ça qu'on peut réussir à avoir une justice forte. Donc, il faut donner aux magistrats beaucoup plus de force, mais également beaucoup plus de liberté. Parce qu'aujourd'hui, tu vas voir dans les pays développés, récemment, Donald Trump a été jugé. Malgré qu'il est président de l'Amérique, il a fait déjà son premier mandat, mais cela n'empêche pas que la justice de son pays l'a poursuivi. Actuellement, on parle de Sarkozy, de Nicolas Sarkozy. Il sera incarcéré. Et c'est parce qu'il y a des justices qui sont très fortes et qui sont indépendants, qui peuvent trancher sans pour autant regarder si tu as un col blanc ou bien si tu as un col noir. Donc, il ne va pas te regarder si tu es riche ou bien si tu es pauvre. Donc, il va essayer d'arbitrer à juste mesure. Et ça, c'est important. Et ça, c'est très important. On va peut-être sauter quelques chapitres et parler d'un chapitre qui, à mon
qui, à mon sens, est très, très important. C'est un chapitre dans lequel vous rendez hommage à nos moments, à nos braves dames. Le chapitre intitulé Yayo Boy et Yayo Boy. Alors, pourquoi Yayo Boy? On a l'impression que vous aimez trop votre maman, mais en parlant de Yayo Boy, c'est aussi à l'endroit de tous les mamans. Ouais. Aujourd'hui, je pense que c'est un chapitre qui me plaît. Et ce chapitre-là, je l'ai intitulé Yayo Boy parce que quand on est jeune ici au Sénégal ou bien en Afrique de manière générale, quand on demande aux jeunes auditeurs, donc à tous les métiers, à tous les couches sociales, à chaque fois, ils vont se dire que moi, je veux réussir pour aider ma maman. Ce qui montre le lien d'affection que nous avons avec nos mamans. Et ça, c'est très important. Alors, le chapitre Yayo Boy, c'est un hommage à la femme africaine qui est brave, à la femme africaine qui est soumise, à la femme africaine qui se donne à fond pour ses enfants. Aujourd'hui, l'année passée, j'avais fait des enquêtes au niveau de Daara Jolof dans le cadre de mon mémoire de master que j'ai fait à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Et arrivé au niveau des champs, à Jolof, j'ai trouvé des femmes qui sont braves, des femmes qui non seulement le matin préparent à la maison le petit-déj, mais une fois que le petit-déj est terminé, ils vont aller au niveau des champs pour travailler. Mais quand ils descendent aux champs également, ils vont participer aux activités du marché hebdomadaire communément appelé le Douma. Et quand tu demandes à ces femmes-là pourquoi vous multipliez, vous faites tous ces efforts-là, ces femmes-là te diront que on le fait pour nos enfants. On le fait pour le bien-être de nos enfants. On le fait pour qu'une fois que l'école ouvre ses portes, nos enfants ne manquent de rien. Et quand tu vois ces moments-là, et ce sont juste des moments, mais il y a des milliers, des millions de mamans qui sont comme ça, qui se réveillent à 4 heures du matin. Vous allez au niveau du marché de poissons, par exemple. À 5 heures du matin, tu vas voir de braves dames qui sont là et qui sont vraiment prêtes à tout faire malgré les risques d'agression avec cette taube-là. Mais ces femmes-là sont prêtes à aller affronter les dangers pour mettre leurs enfants dans de très bonnes conditions. Donc, hommage à la femme africaine, Yayo Boy. Donc, ça rend hommage à la femme. Mais également, c'est une ode à l'amour pour toutes ces femmes-là qui sont braves. Mais également, on a parlé un peu des féministes. Bon, ce ne sont pas des critiques, même s'ils sont des critiques, je pense que ce sont des critiques constructives. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a tendance à voir? Tu vas voir, par exemple, voilà, une jeune femme juste diplômée, mais qui va se bomber le torse pour dire que maintenant, entre nous et les hommes, donc c'est comme ça. Alors que la société ne peut pas marcher comme ça. Je pense que ça, c'est Dieu qui a fait que l'homme et la femme ne peuvent pas être sur un même pied d'égalité. Donc ça, c'est une décision ou bien divine, on peut dire. Donc il faut qu'ils essayent de mettre un peu d'eau dans leur bissap ou bien dans leur... Ils sont complémentaires. Et voilà. C'est ce qui fait le charme de la vie. Ouais. Donc, si elles comprennent ça, je pense que ça va être très, très intéressant. Récemment, on a entendu une chanson de Diaman qui rendait un colonel, donc Arba, je pense, Arba, hommage à un colonel. Et quand on écoute la chanson-là, on voit une femme qui est intellectuelle, une femme qui est haut gradée, une femme qui occupe des fonctions très importantes, mais également qui est très soumise à son mari. Et je pense que ça peut être des exemples très pertinents par rapport aux jeunes féministes, voilà, qui pensent que voilà, l'homme et la femme ne doivent pas être complémentaires. Et qui connaît nos sociétés, c'est que ce sont des sociétés qui sont tenues par les femmes. Donc, respect renouvelé, considération renouvelée à vous, chères femmes. On termine en beauté parce que vous aimez trop parler d'amour et vous écrivez beaucoup sur l'amour. Vous terminez ce livre par un chapitre dédié à l'amour. Babacar, parle-nous d'amour. L'amour. Alors, l'amour est beau, l'amour est magique, l'amour est magnifique. Et surtout, quand il est écrit avec un grand A, il devient tout simplement exceptionnel. Alors, l'amour, quand je parle d'amour, à chaque fois, les gens, quand j'étais plus dans la poésie slam, les gens me taquinaient souvent en me disant que toi, tu ne fais que des slams d'amour. Tu aimes vraiment parler de l'amour. Mais on ne peut pas vivre sans amour. Je l'ai dit, je pense qu'au début de l'émission. Donc, on est né avec. Donc, l'amour, c'est quelque chose qui est ancré en nous. Et peut-être quand on parle de l'amour, ce n'est pas toujours l'amour qui est charnel.
Mais quand on parle d'amour entre frères et sœurs, l'amour fraternel, l'amour que nous avons envers nos parents, l'amour que nous avons même envers notre travail, ce que nous faisons. Parce qu'aujourd'hui, il faut être passionné par quelque chose pour le faire. Pour bien le faire. Oui, pour bien le faire, pour le faire correctement. Et je pense que ça, c'est un chapitre qui est très court et je pense que je vous laisserai même le soin de le lire pour terminer peut-être en beauté. Mais la mesure de l'amour, c'est d'aimer sans demi-mesure. C'est d'aimer sans rien attendre en retour. C'est chérir sans attendre. Et si l'on apprenait à aimer réellement, à remplacer chaque étincelle de haine par une flamme d'amour. Car au bout du chemin, il ne restera que ce que nous avons donné et rien de plus. Rien que l'amour. Rien que l'amour. Alors, Babacar Sarr, merci d'avoir accepté cette invitation. Ça a été un plaisir. Le temps qui nous est imparti arrive à sa fin. Quel est votre dernier mot? Alors, c'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Et c'est toujours un plaisir de partager des plateaux avec vous. Et surtout, aussi, j'aimerais vous remercier pour votre générosité. Et je rappelle aux téléspectateurs de Télé École que vous êtes un grand talent, mais également que vous avez beaucoup participé à notre formation au niveau du club de littérature, d'art et de philosophie. Mais également, je n'ai pas oublié aussi la présentation magistrale que vous avez faite lors de la cérémonie de dédicace de Mosaïque de pensées intimes au Centre culturel Blaise Senghor. Et ça me fait vraiment plaisir et merci beaucoup, que Dieu vous rétribue ça au quintuple. Alors donc, juste remercier les personnes qui m'ont aidé à la réalisation de l'ouvrage-là. Donc je pense d'abord à la maison d'édition, les CVNI, donc créée par des jeunes slameurs. Donc je pense au coach prof et à Descartes, à vous également, à tous les membres de CVNI et surtout aussi remercier Diao Abima aujourd'hui. Donc c'est eux qui m'ont habillé aujourd'hui. Donc je pense que je peux donner leur numéro de téléphone. Voilà, donc ils se trouvent à Yeumbeul, au niveau du tournal Yeumbeul. Donc il faut les appeler au numéro de 77 865 28 425. Donc ce sont des jeunes vraiment qui participent à l'activité économique du Sénégal et ce sont des jeunes à soutenir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Babacar, pour cette belle traversée entre art et pensée. Je le dis tout au long de votre émission, vos mots rappellent que l'écriture participe à éveiller les consciences. Merci aux techniciens de Télé École qui ont permis la réalisation de cette émission, Moussa, Fallou, Mas et Mamour. Merci également à nos téléspectateurs pour leur fidélité. On se donne rendez-vous très prochainement pour une autre émission de droit et société pour continuer à comprendre le monde à travers nos idées et nos valeurs. Bonne fin de soirée sur Télé École. Radio École. Vous écoutez Radio École, la voix de l'éducation. Vous écoutez Radio École.